Bienvenue sur Canal 3 Bénin, merci de nous rejoindre mesdames, messieurs. Patrice Talon a bouclé ce samedi 6 avril 3 ans au pouvoir. À travers les lunettes de notre invité du jour, nous allons jeter un regard rétrospectif sur l'action de Patrice Talon à la tête de notre pays. Et puisqu'elle est candidate suppléante de la tête de liste du Bloc républicain, le Bloc républicain dans la 15e circonscription électorale, Alimatou Badarou nous dira quel est son projet de législature, qu'est-ce qui motive son engagement politique, et notamment derrière Patrice Talon. Et pour l'interroger, je suis bien évidemment avec Christian Delédia. Christian, bonjour. Bonjour André Dossa, Alimatou Badarou, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes candidate aux prochaines législatives, suppléante de la tête de liste du Bloc républicain dans la 15e circonscription électorale. Votre liste veut s'offrir, je dirais, des sièges au Parlement 8e législature. Mais en attendant, nous allons revisiter avec vous l'actualité préélectorale. Au fur et à mesure que nous nous approchons du 28 avril, en tant que candidate, que ressentez-vous? Oui, j'avoue que au début, on était dans un autre élan. Et puis après la crise qu'on a vécue récemment au niveau de la recherche du consensus pour pouvoir inclure tous les partis politiques a changé notre ardeur. Parce qu'on aurait voulu que les choses se passent comme l'a souhaité le chef de l'État, savoir inclure tous les partis politiques. Bon, mais... Ça a changé votre ardeur, c'est-à-dire que vous étiez parti sur un dynamisme beaucoup plus engagé, et ceci a baissé du fait de cette situation politique. Oui, bon, c'est pas pour autant que ça a baissé, mais c'est vrai qu'on aurait voulu que tout le monde participe et le jeu aurait été plus amusant, parce que vous voyez, face à la variété de partis politiques, le jeu est plus intéressant. Quand il n'y a pas beaucoup de challenges, la motivation n'est pas la même. Est-ce que vous êtes sincère quand vous dites que alors que le terrain est balisé, on voit que c'est beaucoup plus facile pour vous aujourd'hui d'accéder à l'Assemblée nationale, que vous trouvez que non, par contre, on aurait souhaité. Est-ce que vous êtes sincère dans ce discours? Ah, mais je suis très sincère, parce que de vous à moi, je ne vous cache pas que le match le plus difficile, c'est celui où on va à deux comme ça. Comment? Oui, parce que là... Pourquoi cela pourrait-il être difficile? Oui, parce que là, ça fait deux grands blocs, je peux vous dire, deux dinosaures qui vont se rentrer dedans. Le match est plus dur. Alors que quand vous avez d'autres qui sont émiettés et qui ne sont pas aussi forts, on peut dire que bon, on peut gagner sur cet intérêt, parce que quand vous regardez le bloc progressiste, c'est environ plus d'une centaine de partis et mouvements politiques. Chez nous, au bloc républicain, vous en avez environ 170, c'est au moins 109 partis. Et 109 mouvements et associations, 110 partis politiques. Et donc, c'est pour vous dire que c'est pas un match cela facile. Cela demeure-t-il moins un match amical? C'est des partis qui se réclament tous d'un soutien à Patrice Talon. Il n'y a aucun match amical là. Il n'y a rien d'amical. Ils se réclament de la mouvance, mais on n'a pas les mêmes idéaux. Quand vous regardez les progressistes, ils ont un idéal socialiste, à la limite même communiste. Alors que nous, notre idéal, il est républicain, c'est la libre entreprise. On ressemble plus aux libéraux. On pense au capitalisme, laisser le marché libre à lui, et que les gens puissent sortir leur génie, entreprendre, et que l'État, lui, reste là pour réguler les activités, permettre aux gens de faire de la richesse, de créer de la richesse, de mettre en place leur génie et d'entreprendre de réussir. Donc, ce n'est pas les mêmes idéaux déjà pour la société. Aujourd'hui, vous savez que les grandes nations qui ont réussi sont plus dans l'idéal républicain. Donc, il y a un match qui dit pas son nom, un grand match, parce qu'il va falloir convaincre les populations de ce pourquoi ils doivent aller avec les républicains ou aller avec les progressistes. Vous regrettez, vous semblez regretter l'absence de le consensus qui n'a pas ce qui n'a pas permis à une certaine inclusivité, plus d'inclusivité de cette élection. Mais quelle part avez-vous prise vous-même personnellement dans la recherche de ce consensus-là? Qu'avez-vous fait? Vous me permettez de rappeler le constat, le contexte particulier qu'on vit au Bénin, à savoir que le Bénin avait environ 259 partis politiques, 18 alliances et un nombre important de mouvements politiques sans ancrage national. Et donc, ces mouvements n'ont pas contribué réellement au développement du Bénin. Et donc, tout le monde, tous les partis politiques ont vu la nécessité
vraiment de faire la réforme du système partisan. On a vu le président Adrien Roubedi lors de son investiture qui a martelé qu'il fallait faire cette réforme-là. Le président Yahya Boni récemment lors du congrès de la mutation de l'Alliance FCBE aussi a salué cet engouement. Mieux, tous les députés ont voté à cela, sauf le député qui aime la guerre. Et donc, lui, il est le seul à ne pas avoir voté pour cette loi. Et donc, c'est dit qu'il y avait une nécessité de faire la réforme du système partisan parce que ces partis dont je vous ai parlé avaient l'habitude de... Il y en avait qui en faisaient un fonds de commerce. Il y en avait, c'est quand il y a les élections qu'ils allaient voir les populations. Les populations n'étaient pas vraiment au cœur de leur projet. Mieux, quand vous regardez les jeunes et les femmes, ils ne sont pas pour autant promus. À la réforme du système partisan, aujourd'hui, nous permet de faire la promotion des femmes, des jeunes. Et donc, il y a tellement de choses. Il y en avait qui s'arrogeaient des privilèges parce que c'était leur fonds de commerce. Donc, toutes ces choses faisaient qu'il fallait refaire le système partisan, changer le code électoral. Donc, c'était à l'unanimité. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Une fois que la loi a été votée, les gens n'ont pas lu. Il y en a, nous, on s'est mis au travail. On ne peut pas voter sans avoir lu. Quand on est au Parlement, puisqu'ils ont des conseillers. C'est pas forcément on a lu. Oui, bon. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, vous allez voir que c'est des erreurs techniques qu'on reproche à ces partis. C'est pas des erreurs de fond. Ce sont des erreurs administratives qu'on pourrait corriger. Donc, s'ils avaient lu, qu'ils avaient pris ça au sérieux, ils auraient compris que il ne faut pas s'amuser avec la loi. Et quand on dit les tests, il faut faire telle chose, il faut respecter. Donc, ils ont banalisé. Et ça les a rattrapés. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de crier, de jouer aux victimes en faisant croire que, bon, voilà, il y a deux partis qui appartiennent au chef de l'État, alors que le président de la République n'est même pas membre de nos partis. Vous n'allez pas voir son nom parmi les membres fondateurs. Et nous, c'est parce qu'on a vu que le président de la République est en train de travailler. Il fait des réformes pertinentes qui contribuent au développement du Bénin, dont nous avons choisi de le suivre, de l'accompagner. Au Bloc républicain, nous nous battons pour les intérêts du peuple béninois. S'il y a des réformes qui sont faites, qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple béninois, nous allons combattre ça haut et fort. Donc, on n'a pas peur de cela. Donc, c'est vous dire que le Bloc républicain n'est pas le parti du président de la République. Mieux, le président a souhaité qu'on inclue tous les partis politiques, a demandé à l'Assemblée d'y aller. Oui. Ils sont allés, ils ne se sont pas entendus parce qu'il y en a qui ne voulaient pas en réalité participer aux élections. Ils n'ont pas voulu arranger les choses. Vous avez vu comment ils se sont illustrés et à faire la politique de chaise vide ou à faire un consensus et après encore se désengager. Et après, on leur donne encore la chance d'une dernière rencontre. Ils deviennent absents. Et donc, du coup, la décision est prise. C'est parti comme ça. C'est dû à leur fait. Donc, c'est pour vous dire. C'est le sentiment que vous avez? Non, c'est une réalité. C'est les faits. Est-ce que de votre côté, avec, disons, les députés que vous avez à l'Assemblée nationale, qui sont aujourd'hui membres du Bloc républicain, un peu comme d'autres députés qui sont membres de l'Union progressiste, n'ont pas pu faire un certain nombre de concessions pour permettre à ceux-là d'être de la course? Bien sûr, ils ont essayé, c'est ce que je vous expliquais, puisqu'ils avaient eu un consensus, le comité paritaire, et ils étaient tous d'accord sur les points qu'ils devaient toucher pour pouvoir permettre à tous les partis de participer aux élections. Et après, on a appris, il y a même signé avec les représentants de l'opposition, en la personne de l'honorable Éric Mouleté et puis M. Gaba. Et puis après, comme par magie, on n'a rien compris, ils se sont désengagés encore en disant qu'ils ne prennent pas parti. On a sorti encore un autre test, lui pas président de l'Assemblée. Nous tous, la population, tout le monde a été témoin de cela. Je ne l'invente pas, c'est un fait. Donc vous voyez déjà le Bloc républicain et le Bloc progressiste, ils ont fait des efforts, ils sont allés à la table, ils se sont entendus, mais après eux, ils se sont désengagés. Après, ils ont encore dit qu'il y a une autre rencontre le 29 mars. Ils sont partis pour pouvoir donner une suite. Ils se sont encore levés, ils n'ont pas participé jusqu'à la fin. Et donc, comme ils aiment briller par l'absentéisme, c'est ça qui leur coûte ce qu'on est en train de voir là. Donc, le Bloc, on a manifesté notre volonté, notre souhait était qu'ils participent, parce que nous, on n'a pas peur d'aller sur le terrain, puisque nous savons que nous soutenons un idéal et les réformes se font remarquer sur le terrain. Les Béninois sont en train de comprendre ce qui se passe. Mais comment comprendre, Madame Badarou, que ce soit seulement
au bloc républicain et à l'Union progressiste que l'on ait véritablement compris les textes de loi, la charte de partis politiques, le code électoral, et qu'on ait véritablement respecté scrupuleusement les dispositions et que aucun des autres partis n'ait pu le faire. Oui, je crois que c'est parce qu'ils étaient trop accrochés aux partis comme leur bien, comme leur patrimoine. Quand vous regardez tous ceux qui sont au bloc républicain et tous ceux qui sont au bloc progressiste, on a fait le grand sacrifice. Nous nous sommes débarrassés de nos logos, de nos acquis, de notre patrimoine réellement, disons. Et donc, tout ce qu'on avait eu comme investissement à faire dans nos partis, on les a tous laissés. On a fait le choix de créer un nouveau parti. C'est comme un nouveau-né. Le cas du bloc républicain. Je rappelle que vous étiez membre du Bénin en route. Oui, je suis président d'un mouvement Femmes engagées pour le développement qui est allé en coalition avec le courant Bénin en route. Et c'est à travers cette coalition que nous sommes allés dans le bloc républicain. C'est bien ça. Et donc, il y a eu beaucoup de partis qui ont consacré ce sacrifice au niveau du bloc républicain, comme au niveau du bloc progressiste. Et donc, du coup, il était question pour nous de lire les textes, de regarder pointillé par pointillé à la limite, même chaque virgule était important. Nous avons eu des séances de travail. À la limite, on va dire qu'on a eu du coaching, même de haut niveau. Mais on avait compris qu'il ne fallait pas s'amuser avec cette nouvelle réforme. Il faut faire les choses mieux qu'avant. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Vous vous rendez compte que j'étais sur un plateau avec M. Azatassou. Il disait que oui, que la réforme du sympathisant demande qu'on vise les statuts et que ça, là, c'est rien. Mais si la loi dit qu'il faut viser, il faut viser. Ça vous coûte quoi de viser? Et donc c'est cette négligence, ce genre de négligence qui leur coûte ce que vous constatez aujourd'hui. Voilà. Madame Badarou, on a suivi le chef de l'État lors de l'une des rencontres qu'il a organisées avec les acteurs politiques, exprimer son amertume par rapport à cette situation. L'image qu'offrirait le Bénin en organisant une élection non inclusive. Est-ce que ce discours de Patrice Talon, c'était juste pour la forme? Était-il sincère? Je souris parce que ça me fait penser à tout ce qu'il y a eu comme commentaire sur les réseaux sociaux et autres. Ben, il a été dans son naturel. Il était très sincère. Et ça, c'est déjà la preuve tout de suite que vous allez comprendre que quand on dit que le bloc républicain, le bloc progressiste appartiennent au président Patrice Talon, c'est faux. Puisque vous avez vu que les députés de la majorité, malgré qu'ils aient bien voulu le consensus, ben, ils ont fait valoir leur droit en tant que députés parce qu'ils sont la majorité, ils ont fait triompher la démocratie. Et le président de la République, c'était son souhait parce qu'il est le président de toute la nation, il est le président des opposants, il est le président de tous les partis politiques. Donc c'est normal en tant que père de la nation qu'on souhaite voir tous les enfants, même si c'est une récréation ou c'est un amusement, qu'on voit tous les enfants participer au jeu électoral. Alors donc c'est normal. Après on a vu que les commentaires ont fusé de partout. Il y a Jean-Baptiste Elias qui pensait que le président pouvait prendre une ordonnance en suivant tel article. C'est trop facile ça. Et là moi à cette occasion j'ai vu vraiment l'hypocrisie de la société civile parce qu'il n'est pas normal qu'on dise des choses comme ça. Eux ils sont des gens qui luttent pour la moralisation de la vie politique et publique et ils vont demander à un président de la République de prendre une ordonnance quand un parti politique montre ses limites techniques aux yeux de tout le monde. C'est grave. J'avoue que jusque-là, j'arrive pas à comprendre. Toutes ces situations sont créées pour donner une face, donner un autre masque au président de la République. Alors que les textes ont été votés par ces mêmes députés et les textes ont été promulgués. Nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, nous avons tous le devoir de respecter les textes. Donc, la société civile aussi, elle a aussi le devoir de respecter les textes. Et c'est même à elle. Mais est-ce qu'il fallait c'est à elle de dire. Oui. C'est même à elle de dire aux opposants non. Voilà ce que disent les textes. Vous avez voté telle chose, vous ne l'avez pas respecté. Comprenez que cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir faire le jeu, participer et préparez-vous pour les prochaines fois. Mais commencez pas à dire que le président de la République peut prendre un ordonnance pour faire ça, c'est de la tricherie. À l'international, on nous regarde. Heureusement, parce que moi j'avais peur, je ne vous cache pas. Au fond de moi, j'avais peur que le président ne fasse cette erreur. Pourquoi? Parce que vous imaginez que tout ce qu'il a engagé comme réforme, aujourd'hui, le Bénin ne peut rien faire seul. Les partenaires financiers,
et économique à l'international nous regardent et ils ont vu toutes ces réformes que le président a fait, cette audace qu'il a eu, ce courage qu'il a eu, le travail qu'il a fait jusque-là. Et maintenant, on est en train de nous regarder. Ils sont en silence, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'on va faire sur le plan politique? Et si jamais on faisait cette erreur, ça peut remettre en cause tous nos contrats parce qu'ils vont commencer par douter de nous, parce que ce serait un pays qui ne respecte pas ses lois et qu'au moment où les intérêts ne l'arrangent pas, il peut encore changer les choses, il peut prendre des ordonnances. Donc, heureusement, je trouve que le président, vraiment, il est resté dans son rôle, dans les limites de son pouvoir. On n'est pas dans une crise de sauve-qui-peut où il faut aller faire ce genre de choses. Et quand je parle de l'hypocrisie de la société civile, je vais plus loin en disant que c'est eux qui sont en train aussi d'encourager ce qui arrive. Parce que quand avant, il y avait le besoin de dire on veut changer la Constitution, et que tout le monde a toujours parti pris quand quelqu'un prend l'initiative de vouloir changer la Constitution, on pense que oui, c'est parce qu'il veut pérenniser son mandat. Or, nous savons très bien qu'il y a des limites dans notre Constitution et que cette Constitution, à l'occasion, était taillée sur mesure pour gérer le problème du PRPB. Et que même déjà tout ce qui avait été comme consensus pendant les conférences nationales, les Béninois, ils se sont fait des coups, ils ont triché à l'occasion, l'histoire nous a raconté ça. Donc il faudrait bien qu'un jour on s'asseye par rapport à cette constitution. Alors moi je dis, même si on ne veut pas permettre à un président de le faire, ou à un parti de le faire, mais la société civile, elle aurait pu quand même s'asseoir, elle, et regarder ce qu'il y a de bon et de mauvais, pas face à notre constitution, et de proposer. Là on saurait que c'est sans parti prise et que elle est neutre, vous voyez. Et mieux, quand vous venez chez nous autres, les femmes, aujourd'hui, le président donne l'occasion à ce qu'on change la constitution pour permettre aux femmes d'accéder aux postes de prise de décision de responsabilité avec des pourcentages donnés. Donc, ça interpelle nous les femmes. Pour nous autres, les femmes, qu'on change la constitution, c'est bienvenu. Mais pas pour faire pérenniser un président, mais pour corriger les choses, pour que le Bénin accède au développement. Parce que vous savez ce que les femmes représentent dans l'activité politique pour le développement d'un pays. Vous évoquiez tantôt les partenaires techniques et financiers qui seraient très regardants sur le respect des tests que nous-mêmes nous sommes donnés, mais les mêmes partenaires sont très attachés à la démocratie, au pluralisme démocratique, et sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Bénin est souvent cité en exemple, c'est sa démocratie. Oui. Organiser des élections non inclusives, ça pourrait également frustrer ses partenaires, vous ne trouvez pas? Eux aussi ne comprennent pas ce qui se passe. Quand ils vont comprendre, qu'ils vont lire, ils vont se rendre compte que, et je crois d'ailleurs que si nous arrivons à passer cette étape, je crois qu'ils vont tirer chapeau au Bénin. Qu'est-ce qui fait la force des grandes démocraties? C'est la discipline. Sans l'opposition. Non, il faut qu'on arrête de dire qu'on a organisé les élections sans l'opposition. En fait, parce que l'opposition, c'est pas un cachet, c'est pas un laisser-passer. C'est trop facile, ça, de signer pour quelque chose et qu'on la promulgue et qu'après vous devez vous dire que vous n'êtes pas d'accord. Ça fait un jeu d'enfants de rue. Ça fait pas respectable. Une opposition, elle doit être avant tout constructive. Elle doit être pour le développement du pays. Il faut que ce que vous dites soit probant. Cette opposition aujourd'hui a participé au vote du code électoral de la réforme du sympathisant. Et aujourd'hui, elle vient dire que pour sa mise en application, elle n'est pas d'accord. Ça fait pas sérieux. Et bon, maintenant, quand vous parlez d'aller à une élection sans opposition, moi, je vais vous dire que il ne faut pas regarder le mot opposition et en faire un cas, parce que l'opposition n'a pas toujours raison. On peut être dans l'opposition et être dans le faux. Si on doit dire parce qu'on est dans l'opposition qu'on accepte, on est là, on est dans le désordre, là c'est grave. Alors, un état de droit, la démocratie, nous connaissons les limites, nous savons comment ça se passe, que chacun rentre dans le rang. Si vous regardez, on a environ 259 partis politiques au Bénin, 18 alliances. Alors, faites la différence du nombre de partis qui sont allés chez les Républicains, du nombre de partis qui sont allés chez les progressistes. Vous allez vous rendre compte, si nous allons peser le poids de cette opposition par rapport aux partis politiques, ils sont vraiment minoritaires. La grande majorité va participer aux élections. Et donc, on dit en démocratie, si la majorité participe, c'est déjà ça. Force reste à la loi. Donc, être opposition, c'est juste un titre, un mot, selon moi. Mais si nous allons dire combien de partis, de tous ces anciens partis participent aux élections, faites le calcul, vous allez voir que la majorité, tous les grands partis et mouvements politiques participaient aux élections de 2019. Donc je crois que ça suffit largement pour montrer que c'est le jeu démocratique qui est en train d'être fait. L'application rigoureuse des tests, on assiste à cela depuis un moment. Que dites-vous alors de ce que font les institutions de la République, la Sénat, la Cour constitutionnelle, le Parlement et autres? Est-ce que c'est ce changement de paradigme-là qui nous montre un peu cette face de la classe politique?
Non, je peux vous dire que même ces institutions, quand ils sont allés voir le président de la République, ils ont lu le communiqué, je les ai trouvés dignes. Ils ont respecté les tests et lois. Ils ont montré la preuve que c'est ça pourquoi on les a mis là. Parce qu'ils auraient fait le contraire que franchement, moi j'allais avoir honte. Parce que j'allais me poser des questions. Parce que c'est quand... Ça vous arrange pas. Ça vous arrange non, ça n'a rien à voir du tout. Non, j'allais avoir honte pour mon pays. Parce que vous vous rendez compte que ça ne se passe nulle part comme ça. Bon, bien évidemment, c'est toujours nous qui faisons le fétiche autour de notre constitution. Il ne faut pas la toucher. Pourtant, on a vu des États en France, combien de fois les gens touchent la constitution. Parce que, en fait, ils sont en train de prendre la constitution comme un fétiche pour dire que c'est un truc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Pourtant, c'est ce qu'il y a dedans. Est-ce que ce n'est pas les acteurs politiques eux-mêmes qui ont conduit le peuple à cela, oui, à travers leur prise de position? Oui, exactement. C'est un jeu, en fait, qu'ils ont joué tout le temps. Maintenant, il est temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un contexte où il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Et vous, la presse aussi, vous devez jouer votre rôle en expliquant tout ce qu'il y a comme limite dans notre constitution et qu'il faut vraiment qu'on s'asseye, même si ça va partir de la presse, de la société civile, qu'on s'asseye une fois pour de bon pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que cette constitution permette au Bénin d'atteindre son développement. Vous vous rendez compte, le Bénin fait partie des rares pays de l'UEMOA qui n'a pas la Cour des comptes et donc les partenaires, il y a des partenaires aujourd'hui, quand ils veulent vous prêter de l'argent, ils exigent ça. Et nous, on est toujours là à faire croire que toucher la Constitution, c'est juste parce qu'on veut pérenniser et on veut rester éternellement au pouvoir. Donc, il y a un mensonge, on ne dit pas la vérité au peuple. Les gens ne font pas le jeu démocratique de façon enfin objective. Et donc, c'est ça qui explique ça. Mais moi, je respecte les institutions parce qu'ils ont compris que nul n'est au-dessus de la loi. Le jeu démocratique, si nous sommes ici, vous et moi, en train d'échanger, de parler, c'est parce que nous sommes en train... Il y a une démocratie qui fonctionne, on respecte les textes de loi. Parce que si ce n'est pas le cas, ah ben non, parce que quelqu'un n'est pas d'accord, il peut venir ici, casser tout, pour dire non, parce que lui, il est opposant, il n'est pas d'accord. On rentre dans quoi, là? Il y a un problème. S'ils ne sont pas d'accord, moi, j'estime que le temps reste encore, il y a encore d'autres élections, ils vont se préparer désormais, ils vont mieux comprendre tout ce qu'il y a de pertinent dans cette réforme du système partisan et le nouveau code électoral. Bon, bien évidemment, je ne vous dis pas ici que tout n'est pas fait. Ça, je l'avoue, parce que j'ai eu le premier choc quand j'ai vu qu'au niveau de la Sénat, quand on a recalé, on ne peut plus, il n'y avait plus une seconde chance. J'avoue que ça ne m'a pas trop plu et j'estime que la nouvelle législature, la 8e, aura au moins comme premier sujet déjà à gérer ce problème-là au niveau de la Sénat, pouvoir permettre, même si c'est 48 heures à la Sénat, de donner aux gens, de corriger ces erreurs techniques du genre, le cas où, par exemple, quelqu'un était sur la liste de Moël et il s'est encore retrouvé sur la liste du PRD. On ne pouvait pas faire une magie pour savoir que quelqu'un avait déposé son dossier dans 2 partis différents. Donc, ce cas, par exemple, on peut le comprendre. Mais malheureusement, la loi n'a pas prévu ça. Et c'est pour ça que je vous disais qu'ils ne lisaient pas. Parce que s'ils lisaient, ils pouvaient déjà anticiper et voir que ce genre de cas peuvent se poser. Voilà. Et donc, ils pouvaient anticiper. Mais vous n'avez pas eu ce problème avec votre liste, c'est-à-dire que quelque part, il y a eu de la mauvaise foi de la part de certains militants pour semer du désordre? Non, justement. Et chez nous, c'est parce que les nôtres ont été plus intelligents, notre président, ils ont anticipé. Parce que quand il était question de déposer les dossiers, je vous assure, on avait 2 quitus fiscaux. Ils nous ont pris les 2. Puisque je ne vous cache pas que ça n'a pas dandiné dans la tête de beaucoup de gens, se dit oui, puisque vous savez, on est des partis différents, on vient de rentrer dans le bloc, donc chacun on grince encore parce qu'on a un peu mal, il y a des réticences, où est-ce qu'on va me positionner, qu'est-ce qui va se passer, il y a les jeux de couloir, et donc on était déjà préparés, on se disait, qu'est-ce qui va se passer, donc tu entendais les gens, il faut toujours avoir un plan B, un plan C, donc je crois que ça c'est rentré dans les oreilles de du président, et donc du coup pour déposer les dossiers, ils ont dit, vous déposez les 2 quitus fiscaux, donc ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont eu le temps de prendre le second quitus fiscal pour aller déposer les dossiers ailleurs. Voilà. Alors, de toute façon, le processus électoral se poursuit. La Sénat déroule son calendrier. Oui. Elle a procédé en fin de semaine au tirage au sort en vue du positionnement des logos sur le bulletin unique. C'est vrai, hein, pour une fois, on va avoir un petit bulletin unique, en tout cas pas beaucoup de choix pour les électeurs. 2 notamment, vous, le Bloc républicain, vous êtes en 2e position. Bon, est-ce que ça a aujourd'hui un intérêt que l'on soit positionné avant ou après, puisqu'on sait que c'est seulement 2 partis en lice?
Oh, c'est toujours important, vous savez, mais je peux vous dire que nous, on est contents de notre position. Moi, en tant que musulman, nous commentons toujours tout par la droite. Nous sommes à la droite et côté droit, c'est positif. Aussi qui diront qu'on commence chacun est prêt à sa manière. Déjà ressources bon, spirituelles et autres. C'est le jeu électoral, puisqu'il est dit que ça doit se faire comme ça, il faut le faire. Voilà, c'est ce qu'on dit. Même si ça paraît anodin, il faut le faire, il faut respecter les textes de loi, même si c'est comme un protocole classique, il faut le faire. Position confortable pour vous? Oh, que ce soit avant ou après. Bon, vous savez, vu que même notre congrès, on l'a fait après les progressistes, donc on est dans notre position normale. Oui, bon, donc ça ne gêne pas, ça choque pas. Peut-on y voir aussi une poursuite de petit frère et du grand frère? Enfin... Ah non, pas du tout. Ça, c'était une invention pour animer la galerie à l'occasion et tout le monde est rentré dedans aujourd'hui pour parler de match amical. Il n'y a aucun match amical. Je peux vous dire que c'est une grande finale, c'est un match qui va être très dur et nous le savons, psychologiquement, nous sommes préparés. Bien évidemment, nous n'allons pas faire la guerre, mais nous allons défendre nos idéaux et il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de fraternité dans un match. Un match, c'est un match et nous voulons gagner. Alors, est-ce que vous redoutez, enfin, l'opposition n'est pas allée dormir sur ses lauriers, l'opposition est très remontée en ce moment et sans doute continue de se mobiliser pour tenter d'empêcher peut-être même la tenue de ces élections. Quand on écoute certains discours, est-ce que vous redoutez cela, vous redoutez une perturbation du scrutin avec ce que l'opposition semble préparer? Bon, c'est vrai qu'on a un député qui aime la guerre. Mais... Comment ça, il aime la guerre? Oui, ben, parce qu'il est le seul à pouvoir approfondir tout le temps des menaces, parce que je ne sais pas s'il est né dans la guerre ou si c'est la guerre qui lui a permis d'aller à l'Assemblée, mais il profane, c'est devenu un jeu pour lui. En fait, c'est parce que ils sont dans... C'est un citoyen qui est plusieurs députés qui exprime ses sentiments. Oui, mais ils sont dans des vieux logiciels. Je ne peux pas comprendre quand on aime son pays et souhaiter des choses comme ça. On a fini avec... c'est ce qu'on est en train de leur dire. Il y a une mise à jour, il va falloir qu'ils fassent de mise à jour, qu'ils changent leur logiciel. Parce que ce modèle où on menace les gens, on raconte des trucs, on va aller dans la rue, même le peuple béninois a compris. Et le peuple béninois a déjà dit, avant qu'ils ne marchent là, ils n'ont qu'à mettre leurs femmes, leurs enfants devant. Et quand ils vont voir que leurs familles sont devant, c'est à cette occasion qu'on va les suivre. Donc le Béninois a atteint ce niveau-là. Quand les Béninois étaient en train de vivre la douleur des démolitions de l'espace, est-ce que cet honorable était dans la rue pour aller faire la guerre pour eux? Pour aller les défendre? Non. C'est quand ces intérêts sont arrivés en jeu, maintenant qu'il est en train de crier. On a suivi quand même des déclarations à l'Assemblée nationale, des députés qui n'étaient pas d'accord avec la manière de dégarpir les gens à bord des voies. Est-ce que c'est pas une manière aussi de compatir? Oui, mais c'est pas pour autant qu'il était allé dans la rue pour demander qu'on marche pour faire des menaces. Non, ça se discute. Je préfère qu'on dise, on va discuter, on ne va pas se laisser faire, on va continuer les négociations, on va se préparer pour les communales. Il y a 2 élections législatives qui arrivent, c'est 4 ans. Mais rien que pour ça, parce qu'eux, ils vont pas aux élections qui vont brûler tout ce qu'on a fait comme effort depuis des années. Mais attention, nos ancêtres vont les maudire. C'est pas possible. C'est trop facile, ça pose des intérêts égoïstes. Penser qu'on peut faire chambouler tout un pays au nom de quoi? La démocratie, c'est ça, c'est la loi de la majorité. Il faut se calmer, vous n'êtes pas majoritaire. Et c'est ça la démocratie. La dictature de la démocratie, c'est ça, c'est la majorité. Donc vous reconnaissez que vous êtes minoritaire, vous pensez que vous pouvez imposer votre truc à tout le monde. Non. Mais c'est vrai qu'on leur a donné l'occasion de faire le consensus. Ils ont fait d'abord la première politique de chaise vide en n'allant pas à l'invitation du président de la République. Ils auraient pu là dit quelque chose de pertinent que le président aurait saisi ça. Parce que pour moi, j'ai regardé tout ce qu'ils ont fait, tout ce que ce soit l'opposition. Quand même une fois et ça n'a pas abouti, ça n'a pas permis d'avancer outre mesure. Non, mais ils avaient eu honte parce qu'on leur a montré le miroir de ce qu'ils ont fait. Ils étaient tombés des nues, ils ne savaient pas. Ils ne voulaient pas participer à l'activité. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller à l'Assemblée et aller tempêter. Non, même le Béninois n'a plus besoin de ça. Le Béninois est en train de comprendre qu'aujourd'hui, le développement, ce n'est pas dans les rues, c'est s'asseoir et discuter. Il y a longtemps, le pouvoir dans la rue, c'est vieux, c'est passé. Vraiment, ce n'est même plus de ce monde, quoi. Et donc, franchement, je souhaiterais que... Alors, comment voyez-vous cette période qui nous sépare du 28 avril et le jour même du scrutin, de votre position, de ce que vous recevez comme information? Est-ce que les élections vont se dérouler véritablement dans la paix, dans la quiétude le 28? C'est le souhait.
nous restons optimistes. Vous savez, toute élection que l'opposition participe ou ne pas participer, c'est souvent des occasions où tout le monde craint un peu de petites violences par endroit. Vous savez, on a vu le Nigeria a eu des cas isolés, tout ça là. Donc, la prière, c'est que tout se passe bien et qu'on explique aux Béninois que personne n'a exclu aucune opposition. Ils se sont exclus d'eux-mêmes. Il y en a même qui ne sont pas sincères avec les Béninois parce que vous avez vu cette réforme du système partisan avec le point sur la moralisation de la vie publique qui impose aujourd'hui aux députés qui veulent aller aux élections de payer leurs impôts. L'événement seulement du quitus fiscal, vous avez vu que ça a éreinté beaucoup de candidats parce que vous vous rendez compte que pour une élection, l'État a pu encaisser au moins 3 milliards. C'est formidable, c'était du jamais vu. Et donc déjà, en sortant de l'argent pour devoir payer son quitus fiscal, les candidats se sont vus éreintés. À côté de ça, il y a aussi la caution d'environ 249 millions pour pouvoir participer aux législatives. Donc je crois qu'il y a des partis qui n'ont pas pu s'entendre, surtout au niveau de l'opposition. On a vu qu'ils ne se sont pas entendus parce qu'eux aussi, ils auraient pu faire des ralliements comme nous, au niveau du bloc républicain, au niveau du bloc progressiste, qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais c'est à vouloir se compromettre, être accroché à ses couleurs, à son patrimoine, parce qu'on en faisait son fonds de commerce. Les gens ne voulaient pas sacrifier, reprendre les choses et aller dans l'ordre comme ça a été demandé. Et c'est ça qui se retourne contre eux. Ils n'ont pas pu s'entendre au niveau de l'USL avec FCBE. Donc vous avez vu, il y a toute une période où ils ne s'entendaient pas du tout pour créer un bloc. C'est ça qui se retourne contre eux. Moi, j'ai compris que bon, peut-être de façon isolée, c'est ce qui se passe chez nous aussi au niveau du bloc républicain. De façon isolée, moi, par exemple, avec mon mouvement, je ne pouvais pas aller aux élections, je n'ai pas les moyens, les capacités pour le faire. Donc, il faut se mettre ensemble pour constituer un bloc, mettre les forces ensemble pour y aller. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et c'est ce qui leur arrive. Donc, ils ont été déjà éreintés par rapport au quitus fiscal. Ils n'ont pas la capacité peut-être de payer la caution. Et donc, maintenant, ils commencent par farfouiller des choses pour faire croire aux Béninois qu'on les a exclus. Ils n'ont qu'à avoir le courage de dire aux Béninois qu'ils ne remplissent pas les conditions et qu'ils vont s'organiser pour les prochaines législatives. Et là, on va les regarder comme une opposition digne. On aura plus du respect pour eux. Même moi, je vais leur tirer chapeau. En tout cas, en attendant, ils pourraient peut-être constituer pour vous un obstacle sur le terrain. À défaut de participer, ils peuvent peut-être mobiliser la population contre vous. Ça dit, oui, bien sûr. On sait que oui, on apprend des choses. Mais bon, on ne se laisse pas effrayer. Et on reste positif et objectif en disant que la majorité dictera sa loi et que je leur demanderai et je demanderai aux populations de ne pas rentrer dans des mouvements qui vont les amener à être sous le coup de la loi. Je demanderai à chacun de rester en famille. Si quelqu'un pense qu'il peut aller faire son devoir citoyen et qu'il aime ce Bénin pour que le Bénin aille de l'avant, qu'il sorte, qu'il aille voter en bon citoyen, qu'il ne se laisse pas intimider, qu'il fait ce que lui dit sa conscience. Que personne ne vienne lui dicter quoi que ce soit, ne vienne lui faire croire quoi que ce soit. Le Bénin se porte très bien. Le président de la République, il a beaucoup de projets pour le Bénin. Il y a des choses qu'on est en train de constater, de remarquer. Il faut qu'on pense à l'avenir. C'est pas parce qu'il y a un accident, vous vous rendez compte, il y a des accidents de bus sur la voie du Nord et des Béninois meurent chaque jour. Est-ce que c'est pour autant que le Bénin n'a pas avancé? C'est pas parce que vous voulez aller à une élection et que vous ne remplissez pas les conditions que c'est la fin du monde. Préparez-vous, demandez à Dieu de vous donner longue vie pour vous organiser autrement et pouvoir participer. Non, c'est pas parce que si déjà chacun va se dire que pourquoi il y a la mort? C'est la preuve que vraiment rien n'est éternel et que les choses peuvent changer. Il faut que les gens puissent comprendre qu'ils mènent un peu la crainte de Dieu dans ce qu'ils font au quotidien. Donc il y a des Béninois qui meurent, mais c'est pas pourtant que le Bénin n'a pas continué de vivre. Et pourquoi? C'est parce que l'opposition ne veut pas aller aux élections, qu'on va saccager tout un pays. Ce ne serait pas responsable. Donc j'appelle à la conscience de tous les Béninois de comprendre l'enjeu qu'il y a et puis de participer aux élections. La Sénat ouvre le 12 avril prochain la campagne électorale pour ces législatives. Quels vont être les thèmes de campagne, par exemple au Bloc républicain? Vous avez déjà été briefé sur ça? Oui, ben nous, comme je vous l'avais dit, nous, on était déjà préparés, on avait un mental. Nous avons notre slogan, c'est plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Et donc, ce que nous avons comme idéal, nous allons passer notre temps à continuer de l'expliquer au peuple béninois. Et quand vous regardez la population béninoise, de façon classique, elle est déjà républicaine parce que ceux qui participent à l'activité économique de leur propre initiative, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans la fonction publique, qui doivent attendre les payes. Donc il s'agit ici pour nous de permettre à l'État de renforcer leurs droits, de créer
la sécurité qu'il faut, l'environnement juridique qu'il faut pour accompagner les affaires de tous les Béninois, que chacun puisse payer ses impôts, pouvoir bénéficier de son activité, le bénéfice qui lui revient lui appartient, il peut injecter et investir dans tout ce qu'il veut. C'est la libre entreprise, la compétitivité, et donc qui donne naturellement une prospérité. Alors donc nous, notre message est très fort. Nous ne sommes pas dans une histoire où on va demander, vous avez vu tout ce qu'il y a comme société privée au Bénin, je veux parler des grandes sociétés de télécommunications, les banques, tout ça. C'est le modèle républicain, le modèle libéral, c'est le capitalisme. Mais si on veut aller dans un autre modèle, c'est commencer par demander à l'État de pas de participation dans toutes ces sociétés et banques. Et après, vous avez vu, pour le peu de sociétés d'État, je vais nommer l'exemple de la Sonacorp, tout ça, vous avez vu comment elles ont tout échoué. Et donc, c'est pour dire que si nous retournons à ce modèle, et nous ne gagnons pas. Il faut qu'on reste dans le modèle actuel où nous sommes. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra que la population pense républicain. C'est l'inverse de ce que pensent vos amis, les progressistes? Oh, ça c'est discutable, mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, tous les Béninois et le système qu'on vit, il est plus républicain et libéral. Vous êtes femme, vous êtes engagée politique, vous êtes de surcroît candidate à une élection législative. Apparemment, c'est votre première participation à une élection. Dites-nous, nous allons parler de vous. Que revêt alors cette candidature de Halimatou Badarou? Oui, c'est ma première participation aux jeux politiques, je vais dire. Et sinon, j'étais quand même sur la scène depuis un moment à travers mes associations et les actions dans le social. Et donc, il m'a vraiment plu d'aller en politique parce que j'ai estimé que tout ce derrière quoi nous courons dans le monde social, il y a toujours des inégalités qui sévissent, et j'ai compris qu'il fallait s'approcher un peu des autorités politiques pour pouvoir agir, aller dans le sens de nos rêves. Il ne suffit pas de rester en marge, il faut participer à l'action. J'étais partie du fait qu'en me disant que ceux qui sont dans l'activité politique n'ont pas quatre têtes. Ce sont des gens comme moi qui réfléchissent, et je pense que je peux agir, je peux apporter un plus, je peux contribuer au développement de mon pays. C'est ce qui a motivé et m'a sorti mon choix du bloc républicain. Et puis c'était le moment où le chef de l'État disait aux compétences de se manifester. On ne pouvait pas aller vous chercher dans vos coins, il fallait que vous manifestiez, que vous sortez, surtout pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il ne s'agit pas, comme déjà on a tellement réclamé et que ça ne vient pas. On a compris qu'il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, que nous allons nous aussi à la recherche de notre positionnement, que nous allons nous battre sur les scènes politiques, les scènes de décision pour pouvoir prendre notre place. Donc c'est ce qui a expliqué mon entrée en politique. Vous faites votre première expérience de suffrage et on observe que vous êtes d'office, pour une première expérience, positionnée et bien positionnée, suppléante d'une tête de liste dans la 15e circonscription électorale dans un grand parti politique, le bloc républicain. C'est pas donné. Qu'est-ce qui a bien pu militer en faveur de ce positionnement? C'est bizarre, moi mon rêve est plus loin parce que je n'estime pas être très bien positionnée. Je vous cache pas que j'ai grondé un peu parce que je me voyais tête de liste. Parce que j'étais partie dans cet élan. Je mets les moyens qu'il faut pour ça. Mais bon, le jeu politique étant ce qu'il est au Bénin, on ne sait pas toujours. J'ai compris que je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, mais j'ai compris que déjà, je ne sais pas si c'est mon sexe qui est en ma défaveur, mais je n'ai pas pu faire les jeux de couloir moi. Et je sais que les jeux de couloir continuent. On a pensé qu'avec les femmes, il y en a quand même qui sont positionnées. Si vous parlez du fait que vous soyez femme ou pas, c'est une question de genre forcément. Ben oui, parce que comme beaucoup d'autres hommes auraient bien voulu être suppléants de la tête de liste. Non, en tout cas, moi, pour moi, suppléant, c'est peut-être les oies, on ne sait jamais, parce que je ne sais pas si je siégerai vraiment à l'Assemblée. Vous voyez, et donc on a prévu ce poste en cas de, on ne souhaite pas. Mais bon, maintenant si c'est en cas d'événement heureux que je dois siéger, je le souhaite vivement pour mon titulaire aussi. Et donc, mais c'est que pour moi, c'est pas grand chose. Mais bon, il y en a qui me disent que oui, que c'est quelque chose. Je dis bon. Mais je sais que j'ai la responsabilité d'accompagner mon équipe
en tant que tête de liste et je dois continuer le travail. C'est ce que j'essaye de faire. Mais je peux vous dire que c'est pas pour autant que je suis satisfaite. Mais vous avez dit que pour une première fois qu'on me met là, c'est quelque chose, je ne sais pas, mais j'estime que je me bats pour que le peuple béninois comprenne ce que je suis venu faire, ce que je veux faire pour mon pays. Et donc, bon, c'est vrai que je remercie Dieu quand même. C'est un honneur qu'on me fait en me mettant suppléante tête de liste et que j'espère que je donnerai davantage pour être à la hauteur. Mais j'aurais voulu plus et que je nourris plus d'ambition que ça. Finalement, une lecture globale sur la présence des femmes sur les listes électorales. Vous avez pu sans doute parcourir les deux listes retenues. Oui. Les femmes sont-elles bien positionnées selon vous? Y a-t-il beaucoup de femmes et êtes-vous satisfaite? Bon, c'est vrai que quand je fais la comparaison par rapport aux progressistes, je peux dire que chez les républicains, il y a eu un grand effort. Bon, c'est vrai, environ 14%, c'est pas encore ça. Mais déjà, c'est déjà mieux que chez les autres. Et plus précisément dans ma circonscription, quand même, le taux, puisque oui, candidats, on est 3 femmes. Donc, c'est ce qu'il y a de meilleur chez nous dans les circonscriptions électorales, chez les républicains. J'avoue que il y a un effort qui a été fait, même si c'est pas satisfaisant. Et donc, bon, le président de la République a demandé que les femmes se manifestent, que les compétences se manifestent. On essaye de le faire, mais ça ne prend pas encore. Et donc, franchement, il faudra vraiment que nos taux qu'on demande là, qu'on nous fasse respecter ça. Ce serait mieux pour qu'on ne soit pas obligé d'aller payer des droits qui n'ont pas droit de citer pour pouvoir avoir la place que nous devons avoir à compétences égales. Quid donc des jeunes, puisque non seulement femmes mais jeunes aussi. Les jeunes sont-ils pris en compte véritablement? Oui, je peux dire que le Bloc républicain a fait un grand effort aussi au niveau des jeunes. Et à ce niveau-là, je voudrais vraiment remercier les membres, le président du Bloc républicain pour avoir porté le choix sur nous autres, parce que je quitte le contexte du genre et je vais dans le contexte jeune. Et je me dis, c'est une chance qu'on me donne, parce qu'avant, dans l'ancien système, les gens comme nous n'avaient pas la chance de se retrouver sur des listes, puisqu'il fallait avoir des millions pour acheter sa place, vous voyez. Et donc, cette révolution a permis à beaucoup de jeunes qui ne pouvaient même pas s'attendre un jour être candidats, d'être sur la liste. Mon cas aussi d'ailleurs. Et donc, vraiment, c'est l'occasion de saluer cette réforme-là qui permet au Bénin de présenter un nouveau visage de la classe politique, d'amener des jeunes plus dynamiques sur la scène politique. Et donc, ça va témoigner d'une nouvelle renaissance politique au Bénin. Suppléante du premier titulaire, quel est votre projet de législature? En un mot? Oui, j'avoue que c'est pas parce qu'on est suppléante qu'on va pas avoir des rêves pour des législatives, puisque je ne sais pas si je vais siéger, comme je le dis, c'est Dieu qui sait. Mais si je devais siéger, j'avais un projet de participer au développement du Bénin sur le plan de l'agriculture. Parce que j'ai vu qu'à peine 10% de notre espace cultivable est cultivé au Bénin. Et je voudrais pouvoir contribuer à la révolution verte, parce que le Bénin a beaucoup de potentialités, notre vallée de l'Ouémé, qu'on n'exploite pas, et que l'agriculture nous aurait permis de nous mettre sur la scène internationale et avoir beaucoup de revenus pour le pays. Nous avons la chance d'avoir un grand géant à côté de nous, le Nigeria, on n'y pense pas. Et donc, pour pouvoir agir dans ce sens, j'ai pensé qu'il faudrait qu'on ramène les activités coopératives dans les programmes scolaires. Et comme ça se faisait avant, moi, j'ai eu la chance de vivre ça pendant l'école nouvelle, et ça s'est fait aussi pendant les années avant l'indépendance, il paraît, pour que au moins la jeunesse, quand elle quitte le programme classique académique qu'on a, qu'elle puisse pouvoir savoir faire quelque chose. Et quand on sort de l'école, on peut savoir qu'on peut aller à la terre, parce que tout le monde n'a pas toujours la chance de finir le parcours, mais au moins on aurait appris quelque chose. Moi, déjà depuis le primaire, je faisais des activités coopératives, on faisait les tresses, on faisait du jardinage, on allait vendre les récoltes à nos parents, on faisait le tissage des vanneries. Donc je voudrais que ça revienne, parce que quand on est jeune, on a beaucoup de potentiel. Au lieu de laisser une jeunesse livrée à du tactile aujourd'hui, à la délinquance, à la cybercriminalité, il faut organiser les jeunes autour des activités créatrices de revenus, et qu'on peut le faire déjà au niveau
de l'enseignement primaire et secondaire. Et vous avez vu les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, c'est ça qui fait leur force. Et les gens ne sortent pas des cours, ils sortent même à la limite de certains collèges comme des ingénieurs, et ça fait beaucoup de choses. Donc je voudrais que le Bénin reprenne sérieusement à ça. Et si j'ai la chance d'aller là-bas, je vais aller dans ce sens avec le gouvernement pour proposer ce genre de loi pour qu'on remette les activités coopératives dans les programmes scolaires désormais. À côté de cela aussi, j'envisage au niveau de l'immobilier, bon, il y a déjà quand même des réformes qui ont commencé au niveau du cadastre au Bénin, vous avez vu, et donc l'objectif c'est de réaménager le foncier. Et donc pour aller plus loin, je souhaiterais vraiment qu'on puisse voter des lois pour permettre le système de la copropriété au Bénin. Parce que vous avez vu, nombreux sont des parcelles qu'on n'arrive pas à viabiliser, qu'on n'arrive pas à construire et qui servent de dépotoirs d'ordures qui polluent l'environnement, alors qu'on aurait pu voter des lois pour permettre aux grands instituts et aux grands investisseurs immobiliers de faire des investissements au Bénin, de permettre aux Béninois de rester ensemble dans une autre forme de gestion immobilière de façon à être copropriétaire. La loi organise ça, on peut être propriétaire de son appartement, on peut vendre son appartement comme ça se fait en Europe, tout ça. Il est grand temps que le Bénin pense à ça et ça va être une source de création de revenus et d'emplois pour le Bénin. Donc voilà mes deux grands projets. Et le troisième sur lequel je voudrais aussi me pencher, c'est que je rêve que le Bénin ait une caisse d'allocation familiale. Je pense à toutes ces femmes béninoises qui souffrent au quotidien, abandonnées par des hommes, qui sont seuls à gérer leur quotidien avec les enfants. Parce que aujourd'hui, vous voyez les femmes fonctionnaires, bon, si elle arrive à prouver qu'elle est mère au foyer et que c'est elle seule qui s'occupe de ses enfants, elle peut bénéficier des abattements sur l'IPTS. Mais c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Mais ces autres femmes qui contribuent à l'activité économique, qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont dans d'autres secteurs d'activité, je veux dire, à leur propre compte et autres, mais que les hommes abandonnent avec des enfants à charge, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités, pouvoir les soutenir. Mais cela ne voudrait pas dire, vous allez me demander où est-ce qu'ils vont trouver les financements. Les financements peuvent venir de part et d'autre, tout comme si les géniteurs sont vivants et qu'ils sont sur le territoire béninois, on doit pouvoir les retrouver dans leur activité et l'État doit pouvoir leur exiger de payer leur part d'assumer leur responsabilité. Beaucoup de projets, beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions si vous êtes élu député. En attendant, revenons à l'actualité, celle toute récente, brûlante, c'est bien la célébration, la commémoration de ce 3e anniversaire de Patrice Talon au pouvoir, 3 ans d'action de Patrice Talon. Qu'est-ce que vous en retenez? Oui, c'est 3 ans d'activité ininterrompue, 3 ans de bonnes réflexions, de bonnes réformes. Je veux dire que déjà même au bout de 24 mois, on pouvait noter 24 réformes majeures avec le gouvernement du président Patrice Talon. Je vais citer l'assainissement des finances publiques. Vous avez vu qu'au niveau du Trésor, on avait beaucoup de comptes, des comptes parallèles. Et depuis ces assainissements, il y a un compte maintenant pour enregistrer les entrées et sorties en matière de finances au niveau du Trésor, parce qu'il y avait des détournements. Les autres comptes permettaient de faire des détournements. Il y avait environ 5000 personnes mortes dont on percevait encore les payes. Donc tout ça, ça a été conjugué au passé. Et donc le parking de l'État a connu un assainissement aussi. Et il y a eu des gains de milliards pour le budget de l'État. Quand vous quittez le parking de l'État, vous avez vu les voyages officiels. Il y a eu un gain, on a dégagé tout de suite des gains d'une vingtaine de milliards par rapport à la réorganisation de ces services-là. On a créé une agence pour gérer les missions officielles. En dehors de cela, on a créé aussi au niveau de l'enseignement un ordre pour permettre aux enseignants eux-mêmes de décider de qui va gérer l'ordre de l'enseignement, parce qu'il y a pas mal de soucis là. Le Conseil national de l'éducation, et aussi on leur a redonné, on a investi plus d'1 milliard encore pour les régulariser dans les primes.
tout ce qui a comme prime. En tout cas, comme on sait que c'est un métier noble et c'est eux qui contribuent à l'éducation, c'était important de réorganiser ce secteur. Quand vous quittez, toujours du côté de l'enseignement, vous avez vu qu'au niveau de la cantine scolaire, il y avait un programme avec le programme alimentaire mondial pour permettre aux enfants de se scolariser davantage, de ne pas quitter l'école très tôt dû à la faim. Et donc, on a augmenté le budget qui était alloué, c'était 1 milliard, on est passé à 7 milliards. Et donc, aujourd'hui, les enfants sont mieux nourris dans les écoles et il y a beaucoup d'autres écoles qui seront encore prises en compte dans ce projet. Et en dehors, toujours dans le programme scolaire, il y a les filles, la scolarisation des filles qui sont dans les lycées, qui est gratuite. Et au niveau de l'université, on a payé tout ce qu'il y a comme arriéré au niveau des bourses et secours. Et on a bancarisé les bourses et secours. Désormais, les étudiants peuvent toucher leur secours dans des comptes. Et toujours sur le plan scolaire, on a vu que les personnes handicapées sont désormais prises en compte. Parce qu'avant, c'est les secourus qui avaient la possibilité de s'inscrire. Désormais, l'État prend en compte l'inscription systématique des personnes handicapées. Donc, pas mal de réformes au niveau, la gratuité de l'école au niveau des filles se poursuit. Donc, pas mal de réformes au niveau de l'enseignement. Quand vous quittez l'enseignement, vous allez au niveau de la sécurité. On a renforcé les énergies au niveau des polices. La police républicaine, la police et la gendarmerie, on les a mis ensemble. Et pour régler les problèmes de sécurité, il y a une grande amélioration. Aujourd'hui, les rançonnements ont diminué, les braquages ont diminué. Donc, il y a un grand effort qui se fait. Vous ne pouvez pas aller sur un carrefour, un boulevard du Bénin sans voir un poste de police. Donc, on se sent en sécurité. Les touristes qui viennent se retrouvent dans un environnement plus sécurisé. Et mentalement, c'est innovant, c'est bien. Et donc, en dehors de ça, on peut aussi parler de l'investissement dans le numérique. Le Bénin a signé des accords avec l'Estonie, les pays qui sont très forts dans le e-gouvernement. Et donc aujourd'hui, on va digitaliser tous nos ministères. Il y aura une interconnexion. Au niveau des impôts, vous avez déjà vu qu'on peut faire beaucoup de choses en ligne. On peut faire ces déclarations en ligne. Il y a la célérité dans les opérations quotidiennes avec l'administration. Et il y a aussi, je crois, une plateforme où, ça c'est intéressant parce que si vous avez vos diplômes, vous pouvez vous inscrire. Ça évite, par exemple, de faire des embauches de favoritisme. Donc, ça permet d'avoir une plateforme où on peut aller chercher des compétences au Bénin pour nommer des gens à des postes. Il faut juste, quand vous avez vos diplômes, vous vous faites enregistrer. Tout ça, c'est connu, ça se passe au Bénin. Et au niveau des petites et moyennes entreprises, il y a pas mal de projets pour les jeunes aujourd'hui. Et on encourage les jeunes à l'entrepreneuriat, les start-up, que ce soit sur le plan numérique et sur ceux qui ont des projets vraiment porteurs. Ils reçoivent beaucoup de financement sur le plan agricole. Donc, je parle du plan agricole pour ouvrir en même temps au niveau de l'agriculture en disant que même au niveau du coton, il y a eu pas mal, il y a des objectifs. On a dépassé le cap de 451 000 tonnes. Et donc, les perspectives sont encore plus ambitieuses et elles sont réalisées. Aujourd'hui, c'est une grande fête au niveau du coton. Les meilleurs cotonculteurs sont décorés, ils sont payés à bonne date. Le panier de la ménagère recense tous ces améliorations. Alors donc, ça c'est pour parler du coton et d'autres secteurs encore de l'agriculture qui ont été développés, l'anacade, d'autres productions qui ont connu vraiment des chiffres à la hausse. Et pour accompagner ça encore, l'État a dû faire des exonérations au niveau des taxes sur les emprunts. Donc, il y a vraiment pas mal de projets dynamiques faits par ce gouvernement. Il y en a tellement à citer. Vous avez vu au niveau de la santé, voilà, on a mis en 2,123 millions pour refaire le plateau technique des hôpitaux du CNHU à Oumel, et à l'hôpital de zone de Calavi, à Porte-Nouveau. Parce que tout ça aussi, c'est faire des seins pour pouvoir accompagner le projet H, qui est aussi un des piliers phares du projet d'action du gouvernement, qui est déjà à sa phase d'expérimentation. Et c'est Dassa Zoumé qui a été identifié pour la phase pilote. Et donc, ce projet permettra aux Béninois, basé sur le travail qu'ils avaient déjà fait au niveau du RAVIP, pour que chaque Béninois ait sa carte biométrique. Mais on commencera par les extrêmes pauvres. Et bien évidemment, ça couvre leur assurance,
Ça permet de leur faire des microcrédits de nouvelle génération et ça permet de leur garantir une retraite aussi. Et donc voilà, c'est tout un projet dans le social aussi que le gouvernement a mis en place. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'au dernier budget, il a été voté plus de 400 milliards environ pour gérer le social au Bénin. Et donc, il y a pas mal de réformes. Et quand je quitte là, je vais rentrer dessus le plan de l'énergie. On a vu des centrales électriques de 120 mégawatts. Deux centrales ont été libérées pour le Bénin pour permettre d'avoir notre autosuffisance en matière énergétique. Et vous avez vu que le délestage est déjà conjugué au passé, même s'il y a de petites pannes. Non, ce n'est pas technique pour passer peut-être d'un groupe à un autre ou alors pour changer des pièces. Donc, c'est plus comme avant. Et donc, déjà, ça permet aussi à la croissance de connaître l'essor qu'on attendait en amont, parce que si les entreprises fonctionnent normalement et qu'ils ont l'énergie, il n'y a pas de raison qu'elles ne fassent pas le chiffre d'affaires et que la croissance se ressent. Et donc, en dehors de cela, vous allez constater qu'il y a le projet de l'asphaltage aussi qui a commencé. Toutes les rues de Cotonou, Porto-Novo, de Cotonou à Natitingou, en passant par Parakou, Lokossa sont en chantier. Et c'est environ 659 km d'asphaltage pour un projet de 900 milliards. Déjà 300 milliards sont déjà déboursés et ça a commencé. Et donc, ce projet va permettre, par exemple, quand vous prenez le cas de Porto-Novo, c'est environ 87 km, mais c'est depuis les années 60, Porto-Novo n'a pas vu ce genre de chantier, et donc ça va permettre de couvrir environ 30% des artères. Et c'est pareil à Parakou, on ira au-delà de 50%. Donc c'est pour vous dire que c'est un gouvernement qui s'est mis au travail, qui a mis de l'expertise dans tout ce qu'elle fait et tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on ne saute pas sur les projets en désordre. Il y a du bon coaching, un travail. Puisqu'un projet, avant de le sortir, il faut déjà le faire sur papier correctement, bien fait, en respectant les contours. Les agences sont créées pour accompagner pour le suivi. Vous avez vu le CNHU aussi, la réorganisation qu'il y a autour. Il y a des agences spécialisées pour la gestion des hôpitaux qui accompagnent ces plateaux techniques. Et donc, vraiment, je crois que... Alors, toute une batterie de mesures, d'actions, d'actes. C'est-à-dire que c'est pour autant, Patrice Talon gère bien le pays. Est-ce que les jérémiades, les pleurs, les critiques qui viennent de part et d'autre ne viennent pas, un tant soit peu, plomber ces actions là? Oui, vous avez raison, parce que ça critique vient plomber juste parce que, et là vous me permettez de dire tout de suite, voilà cette limite des actions du chef de l'État, parce que ils sont en train de travailler, mais ils ne veulent pas communiquer autour de ce qu'ils font. Parce que ceux qui sont au niveau de la communication, j'ai l'impression qu'ils font une confusion entre le culte de la personnalité et la communication autour des activités du président de la République. Il doit pouvoir faire la part des choses. Je suis d'accord qu'on ne doit pas faire le culte de la personnalité, mais on doit communiquer autour de ce qu'on fait. Parce que nous, on s'est rendu compte en allant voir la population, en leur expliquant pourquoi nous avons choisi de suivre le président de la République, de l'encourager dans ses actions. Il fallait qu'on leur explique ce qui se passe, le bien fondé des réformes, pourquoi ça crie par-ci, par-là, pourquoi on dit que l'argent ne circule plus, c'est parce qu'il y a des réformes. Tous ces sous-là, on les prend pour permettre à vos enfants d'aller manger à l'école, on les prend pour vous faire les routes. Donc, ils sont conscients effectivement de ce qui se passe et disent, mais on n'était pas au courant, on ne nous dit pas. Donc, ça vient montrer que, effectivement, au niveau de la communication, il faut que le gouvernement communique davantage sur ce qui se passe. C'est vrai qu'il y en a qui disent que le bien ne fait pas du bruit, le bruit ne fait pas du bien, loin de là. Mais en matière de visibilité, il est question de continuer. Ils le font, mais il faut qu'ils fassent ça davantage pour que tout le monde puisse apprécier, pour que les gens arrêtent. Parce que ne pas le faire, c'est donner la place à l'intoxication. Donc il y a un travail sérieux qui se fait. Il y a vraiment des réformes inédites qu'on n'avait jamais vues au Bénin et qui à coup sûr vont propulser le Bénin. Et vous avez vu, ça a même commencé par donner des résultats à l'international. Le Bénin vraiment a commencé par participer à des sommets de cercle fermé, le G20 compact, la dernière fois le président y était. Et donc le Bénin est allé jusqu'à souscrire aux eurobonds, ce qui n'avait pas été fait avant, c'est pas donné à n'importe qui. Non, c'est pour dire que ces réformes non seulement
ça se révèle à nous autres Béninois qu'on voit, et qu'à l'extérieur aussi on nous voit, on nous fait confiance. Le Bénin est déclassé, on a gagné de meilleures positions, que ce soit en matière de sécurité, sur plein de choses. Et donc vraiment, il y a un effort qui est en train de faire. Il faut que le gouvernement communique davantage, qu'on explique aux Béninois dans toutes les langues, parce que tout le monde ne comprend pas français, ce qui se passe. Et donc ça permettra mieux de voir ce que le président est en train de faire. Franchement, pour moi, le bilan, on dit quand il y a à faire, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, mais si vous me demandez en tant que président du jury de le noter, je dirais que c'est satisfaisant, c'est pas mal, il faut qu'il continue, que le président ne se décourage pas, qu'il continue. Vous énumérez, vous égrenez les actions du chef de l'État comme un chapelet, c'est même beaucoup de passion, mais dites-nous quels sont, au-delà de l'aspect communication que vous avez évoqué, c'est vrai, quels sont les comptes performances selon vous de la gestion de Patrice Talon? Oui, bon, les comptes performances, c'est comme on dit, c'est inhérent, c'est comme ce genre de goulot de tremblement. Il y a des gens qui sont contre les réformes, qui sont dans le système, qui ont parfois tendance à faire des gestes pour saboter les réformes et qui vont faire croire que, bon, à un moment donné, on va commencer par douter, critiquer. Mais en réalité, ce n'est pas la volonté du président, c'est ceux-là qui ne veulent pas les réformes, ceux-là que les réformes n'arrangent pas, qui n'ont plus la possibilité d'avoir de l'argent cadeau, d'aller dilapider leur week-end, qui n'ont plus d'épis. Ceux-là sont dans le système malheureusement et il va falloir être vigilant, travailler avec eux. Quand vous pouvez regarder l'exemple du parking de l'aéroport, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme amélioration. Avant, les tickets, il n'y avait aucune comptabilité là derrière, mais maintenant que c'est devenu électronique, il y a des moments où ils créent un genre de bouchons terribles, on ne comprend pas si c'est fait à dessein. Donc voilà ce genre de goulot de témoins qui viennent parfois et on aura tendance à croire que cette réforme n'a pas marché, pourtant elle marche bien. C'est parce qu'il y a encore des intervenants qui ne sont pas pour ces réformes et il va falloir être vigilant, les identifier afin qu'ils rentrent dans le rang pour que les choses se passent bien. On a vraiment plus de temps, mais dites-nous, les 2 ans qui restent à partir de là, à quoi selon vous doit-il s'atteler? Oui, les 2 ans qui restent, il doit plus que jamais foncer, continuer de travailler, rester comme il est, imperturbable. Nous, on va l'accompagner dans nos prières et j'invite tout le peuple béninois à accompagner le président de la République, à le soutenir, un peu comme la faveur qu'on a donnée aux écureuils la dernière fois, qui leur a permis de passer le cap de la Coupe d'Afrique des Nations. Je souhaiterais que tous les Béninois restent derrière le président de la République, l'encourage, parce que quand vous êtes devant une responsabilité comme telle au Bénin, c'est pas facile, et donc vous avez besoin du soutien des gens derrière, donc il faut que la population, tout le peuple béninois le soutienne, exactement comme ils ont fait pour les écureuils, pour permettre au président de traverser ces 2 dernières années en mettant le Bénin sur la scène politique et la scène internationale à travers de cette belle réforme que nous regardons. Voilà. Va-t-il réussir à se faire porter en triomphe, comme il l'a promis, Patrice Talon? Oui, c'est sûr. Le rythme, il a commencé comme on l'a dit. Parce que vous savez, on dit qu'il n'y a pas de réforme sans grincement. On a tous grincé, on a tous été mémoire, l'emprise des routes, on a tous perdu quelque chose. La démolition du préfet de l'Atlantique, j'ai suivi ça. Mais ça ne m'empêche pas de suivre de l'électoral, pardon. Et ça ne m'empêche pas de suivre ce que fait le président parce que je sens que ça bouge sérieusement. Et donc, il faut qu'il continue parce que s'il continue comme ça et qu'il ne se décourage pas, vraiment, je crois que... Ça va être en même temps votre mot de la fin. On a fini, oui. Oui, je crois qu'on va effectivement le porter en triomphe. Vous le croyez. En tout cas, on verra bien avec vous si Patrice Talon pourra être porté ou pas en triomphe comme il l'a promis. Merci Alimatou Badarou. Merci. Vous êtes membre du bloc républicain, vous êtes candidate suppléante du titulaire, le premier titulaire de ce parti dans la 15e circonscription électorale pour le compte donc de ces prochaines législatives. La campagne électorale, c'est dans quelques jours, vous l'avez dit, vous êtes déjà prête, en tout cas au niveau du bloc républicain. Vous êtes prêt, on voit d'ailleurs combien vous maîtrisez les actions, les réalisations de Patrice Talon que vous récitez même de mémoire sans flancher. En tout cas, on va vous suivre sur le terrain. Merci déjà d'être passé sur ce plateau. Vous nous reviendrez sans doute pendant la période de campagne. Merci Christian Védian, on va accompagner chez les amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.